Stuart Roberts, merci encore au nom de tous de votre présence ici parmi nous aujourd'hui. Vous me pardonnerez de continuer en français d'abord. Il y a pour vous à la fois les événements évidemment du Brexit, pour vous producteurs, agriculteurs britanniques, et puis il y a cet épisode, je disais, ces feuilletons avec tous les jours des éléments nouveaux, mais vous en riez, c'est votre force, et en même temps, c'est, j'imagine, une angoisse pour l'ensemble de la population britannique qui ne sait plus trop comment les choses vont s'organiser. Que pouvez-vous nous dire déjà, si vous voulez bien pour commencer, avant de réagir aux questions, à l'interpellation de Nicolas Bouzou sur la difficulté que vous allez avoir à garder votre souveraineté et votre niveau de puissance dans un monde que vous quittez sans quitter et avec le reste de la planète qui, lui, évidemment, vous interpelle, au milieu duquel vous êtes comme tous. D'abord, comment réagissez-vous aux événements immédiats? Où en est-on du Brexit? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, et vu de votre point de vue, évidemment, de l'agriculteur britannique? Stuart Roberts. I will try. The first thing I want to do is, can I make two apologies? The first one is a big apology for not spending more time in my French lessons at school. M'excuser de ne pas avoir écouté trop bien pendant mes leçons de français quand j'étais à l'école, et aussi de m'excuser Minette Batters qui voulait être ici mais qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Je sais qu'elle aime beaucoup votre organisation et ce qui va se passer dans les mois suivants va impacter votre organisation ainsi que la nôtre. The next point I did want to say is a big thank you. Ce que je voulais dire également, c'était un grand remerciement pour l'hospitalité que j'ai reçue. Je ne suis jamais allée à une conférence, je n'ai jamais été aussi bien accueillie et je n'ai jamais eu un dîner aussi splendide qu'hier soir. Je m'y attendais en France, bien sûr. Your question described this as a soap opera. On a parlé d'un feuilleton. Chaque bon feuilleton se finit par un mariage, si c'est bien construit, mais on n'en a pas encore vu. Ce que je voulais dire, c'est que le point où on en est aujourd'hui, c'est que nous avons une dose énorme d'incertitude. Nous avons eu 8 options hier soir qui ont été présentées à nos députés. Nous avons eu 8 non. Chacune des options a été refusée. L'accord qui a été convenu avec Theresa May a été refusé 2 fois. Nous avons un Parlement qui actuellement nous dit que nous ne voulions plus que cette option revienne une 3e fois sur le plateau. Michel Barnier, hier, nous a décrit le défi auquel nous devons faire face, le fait que 27 personnes ne soient pas unies sur une même cause. Nous avons 550 députés qui ne s'entendent pas et donc 27 pays également. Nous avons été cohérents sur le fait que le problème pour nous, c'est de ne sortir sans accord. Il faut absolument que nous évitions de sortir de l'Europe sans accord. Ce serait catastrophique pour l'agriculture britannique. Il y aurait d'énormes ramifications au-delà. Mon sentiment est que je ne pense pas que nous sortirons sans accord. Le Parlement est d'accord là-dessus. Il ne veut pas sortir sans accord. Mais ce que M. Barnier a voulu dire, c'est qu'on va peut-être finir accidentellement par y arriver. Je suis par nature optimiste
Et je pense que l'accord qui a été convenu par Mme May va finalement passer. Nous avons eu de grandes discussions sur les relations que nous pourrions avoir entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Pour moi, c'est très simple. Nous devons avoir des relations aussi proches que possible. Quand on parle de la Russie, de la Chine, nous devons travailler de manière très proche entre tous. J'aimerais essayer de dire que nous devons éviter de sortir sans accord et je ne suis pas entièrement sûre à comment nous allons y arriver. You can read the question asked from the room, from the people here. Vous pouvez voir les questions ici que posent les gens par SMS. Elles ont été traduites. Qu'est-ce que vous pensez que les producteurs britanniques, les agriculteurs britanniques vont perdre beaucoup avec le Brexit? Par ailleurs, est-ce que vous êtes déjà en train de préparer l'après-Brexit? C'est aussi ça, cette question. Je vois avec humour cette autre question. Les Anglais ont l'esprit d'équipe qui marche très fort en sport. Évidemment, on pense au rugby. Dommage pour la fibre européenne. Est-ce qu'il y a, c'est impliqué dans cette question, est-ce qu'il y a une forme de regret déjà chez vos concitoyens qui se sont laissés embarquer ou non? On a vu cette marche formidable qui demande un nouveau référendum. Pardon, je vous laisse répondre à ces trois questions. C'est très gentil de parler de l'esprit d'équipe quand on parle du rugby, mais quand on a un match contre le Pays de Galles, nous n'avons pas vraiment le même sens de l'équipe. Après le Brexit, nous allons tenter d'avoir le même esprit, mais jusqu'à un certain point, on ne sait pas ce qui va se passer au quotidien. On va peut-être devoir sortir sans accord. C'est encore possible que l'on révoque l'article 50 et qu'on reste dans l'Europe. C'est encore possible. À un certain point, on ne peut pas se projeter. Il y a beaucoup de gens qui regrettent leur décision. Certaines personnes le regrettent, mais je soupçonne que si on devait revoter, il y aurait quand même, on s'en serait quand même entre 50, 40 quelque chose. Il y a une grande division au Royaume-Uni. Il y a d'autres problématiques qui se greffent dessus, plus que le Brexit. Peut-être que le Brexit a donné permission aux gens de se polariser plus qu'ils ne l'ont jamais fait. Est-ce soit on veut quitter, soit on veut rester? Il n'y a rien au milieu. Par exemple, on est carnivore ou on est végan. On reste, on est à droite ou à gauche. Nous n'avons pas de milieu. Nous avons perdu une grande partie de notre capacité à avoir des opinions qui soient au milieu. Et les résultats du Brexit et les défis qui ont été précisés par certaines des discussions précédentes, oui, il y a des préparations. Oui, nous avons pensé à la vie après le Brexit, mais il y a des problématiques importantes qui sont greffées sur le Brexit. Peut-être que le Brexit a accéléré le moment auquel nous devions faire face à ces problématiques. Je crois que nous sommes arrivés dans un environnement, à un moment où le PAC a perdu un petit peu de ce qu'il voulait faire au début. Il y a des problèmes fondamentaux pour l'agriculture, pour la production alimentaire. Les gens ont oublié l'importance de produire des aliments.
il y a une déconnexion entre la population urbaine et les populations rurales et les agriculteurs. Dans les 30 à 40 prochaines années, nous allons devoir produire la même quantité d'aliments dans le monde que nous l'avons produit pendant les 10 000 dernières années. C'est un défi important et que je suis prêt à relever. Mais ces défis pour les agriculteurs est également de comment est-ce qu'on reconnecte les gens avec la nourriture. Il faut qu'on remette de la valeur sur la nourriture. Nous dépensons seulement 8,2% de nos revenus sur notre alimentation. C'est quelque chose qu'il faut repenser. You saw this sentence, hein? The Brexit is a Shakespeare tragedy. Vous avez vu cette phrase, le Brexit, c'est du Shakespeare. Alors, est-ce que c'est du Shakespeare? Shakespeare était un étonnant écrivain, mais je ne suis pas sûre qu'il aurait pu écrire ce qui se passe en ce moment. Ça va bien au-delà de capacité de Shakespeare. Et je ne sais pas si ça aurait été un bon agriculteur. En tout cas, un bon agriculteur. Jean-Dominique Giuliani, si vous voulez bien prendre le micro. Ce qui est frappant dans la description, vous m'entendez vous l'entendez en anglais derrière dans le retour, d'accord, pardon, mais on va le corriger. C'est pas toujours simple, vous voyez. Oui, non, je reviens. Oui, mais bon, en l'occurrence, je vais continuer en français si vous voulez bien. Ce qui est frappant dans ce que Stuart Roberts nous décrit, c'est ce très fort sentiment logique d'incertitude dans laquelle se trouvent aujourd'hui les Anglais en général et leurs agriculteurs en particulier, quant à savoir selon quel règlement ils vont devoir exporter ou pas importer tel ou tel produit dans l'Union. Enfin, et comment finalement la qualité britannique, Stuart Roberts produit du bio à 40 km au nord de Londres, cette qualité, ce travail, les efforts qu'ils font comme leurs confrères français, va être ou non autorisé à être diffusé, distribué. Bon. Cette dimension d'incertitude, il n'y a pas pire dans une situation pour gouverner et pour produire. Que vous inspire la dimension du Brexit d'une part et la problématique, le défi qui est posé à l'Union aujourd'hui, Jean-Dominique Giuliani. La Fondation Robert Schuman, il faut rappeler évidemment que c'est l'organisme en France qui porte l'idéal européen d'un point de vue intellectuel. C'est un think tank que vous dirigez aujourd'hui et qui est le légataire en quelque sorte de l'esprit de Robert Schuman. Mais je vous en prie. Merci pour la page de publicité. Je crois que ce qu'il faut faire pour répondre précisément à votre question, c'est écouter ce qu'a dit Michel Barnier et essayer d'aller un peu plus loin. Moi, je suis jamais déçu par les agriculteurs et je suis jamais déçu par la FNSEA. Parce que ça, c'est la bonne question. Comment parler d'Europe ? Je suis d'accord avec ce qu'a dit Nicolas Bouzou, etc., mais je fronçais les sourcils parce que je trouve que nous parlons mal d'Europe. Et c'est parce que nous avons mal parlé d'Europe que les Britanniques ont voté dans un référendum pour des gens qui leur ont menti. Et nous avons chez nous aussi des gens qui nous ont menti. Et nous en avons encore dans les milieux politiques, dans les milieux intellectuels, et je ne citerai pas de nom, tout le monde les connaît. Alors, l'Union européenne, ce qu'on a construit, c'est un verre à moitié plein ou à moitié vide. On a l'habitude de dire ça. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir si le verre se remplit ou se vide. Et contrairement à tout ce qu'on lit ou on entend partout, le verre se remplit. Michel Dantin pourrait l'expliquer mieux que moi. Il se remplit de législation, il se remplit de politiques qui sont positives. Ici, Robert Schuman était député de la Moselle. S'il revenait aujourd'hui, il n'en croirait pas ses yeux de ce que nous avons réussi. Et donc, l'Union européenne, c'est une réussite. Mais pourquoi ce n'est pas perçu comme ça? Je finis. Il faut, pas toujours perçu il comme faut ça. commencer
par dire que c'est une réussite qui a réussi au-delà de nos espérances à décloisonner le plus petit continent du monde, qui passait son temps à s'opposer, à se faire la guerre. Je rappelle qu'un train ne pouvait pas circuler entre la France et l'Allemagne jusqu'à la fin des années 80, d'accord, pour des raisons historiques. Donc ça a réussi. Mais nous sommes les plus petits, nous avons la taille de 512 millions d'habitants par rapport à la Chine, le Brésil, les États-Unis. Nous avons le territoire le plus petit, 4 millions de kilomètres carrés. Et donc, nous sommes pourtant le premier PIB du monde, toujours, la première puissance commerciale du monde. Donc nous avons réussi. Et nous avons réussi à faire cette mutation après 2 conflits mondiaux. Aujourd'hui, nous avons autre chose à faire. Nous ne devons plus nous protéger, puisque l'Europe nous protège, nous devons nous projeter. Nous projeter dans les nouvelles technologies, dans l'innovation, et nous projeter dans la course à l'hégémonie que se livrent la Chine et les États-Unis. Mais pas avec les réflexes du passé. L'Europe ne sera jamais un empire ou une puissance comme la Chine ou les États-Unis. D'ailleurs, réfléchissons bien. Est-ce que la Chine ou les États-Unis sont capables aujourd'hui de gagner une guerre? Les États-Unis viennent d'en perdre 2 en Afghanistan et en Irak. Oui, mais ce n'est pas parce qu'ils les perdent que ça ne les empêche pas de les lancer. Hein, eh bien, nous, si nous voulons faire la guerre, nous perdons notre temps. Nous reproduisons le passé. Donc l'Europe, ce n'est pas un empire, ce n'est pas une puissance de même nature. En revanche, c'est une puissance qui, je me permets de le rappeler, a tout inventé de ce qui est autour de nous. Tout, strictement tout. De l'électricité à l'hélicoptère, en passant par l'avion, en passant par le protocole Internet, tout ça est inventé par des Européens. En revanche, et là Nicolas trace des pistes, en revanche, pour mobiliser les financements, pour mobiliser les programmes, et c'est la même chose en matière agricole, je suis un peu déçu par la politique agricole des institutions européennes de ces dernières années. Je ne le dis pas parce que je suis devant vous, je le dis tout le temps. Je suis déçu parce que l'enjeu alimentaire, l'enjeu de la qualité alimentaire, de la mutation de la production des aliments, c'est quelque chose pour lequel nous sommes vraiment en avance sur les autres. Donc il faut le valoriser, et le valoriser plus fort, pas avec les méthodes du passé, pas en l'imposant, on ne l'imposera pas aux Chinois. En revanche, on imposera aux consommateurs. Et comme vous le disiez, on imposera aux consommateurs américains d'Apple ou de Google la protection de nos données personnelles, parce que c'est les clients qui vont l'exiger, et c'est les clients des agriculteurs qui vont exiger de bien manger. Donc, en entendant notre ami britannique, je me souviens de ce que Jacques Chirac avait dit à Tony Blair, dont il était très proche, en réalité, sur l'agriculture britannique. Il y avait un dîner offert par Tony Blair, et il lui avait dit « Bon, tu sais, Tony, notre agriculture est quand même bien meilleure, hein. On mange bien mieux chez nous. Alors, la nourriture britannique, on m'avait dit que c'était de la... Bon. Mais quand on en a mangé, on regrette que ça n'en soit pas. Elle est authentique. Hein. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que nous n'avons pas à rougir de ce que nous sommes. Nous avons à bâtir un sentiment d'appartenance qui n'existe pas suffisamment en Europe, mais il y a des tas de raisons de fierté. Et comment parler d'Europe? C'est en parler en termes positifs. Et pour être très précis et rejoindre ce qui a été dit hier, si on veut vraiment défendre et promouvoir notre modèle agricole, et nous, Français, nous sommes un peu à la pointe dans ce domaine-là, il faut que non seulement nous soyons plus européens que les autres, plus positifs, là nous gagnons le droit de pouvoir parler et d'orienter les politiques. Alors, on peut le faire à 10, à 20. Moi, je crois qu'il faut le faire par l'exemple. Il faut le faire par l'exemple. Ne serait-ce qu'à 2, France, Allemagne, ou France et ses voisins, France et peut-être ses pays riverains. Montrons ce que nous voulons faire, que ce soit en matière d'immigration, que ce soit en matière de politique, que ce soit en matière d'agriculture, et essayons d'avancer. Car c'est vrai, si on essaie de prendre les vieilles procédures, on arrive à ce à quoi on a assisté ces derniers temps avec une PAC qui se renationalise et nous n'avons rien à y gagner, avec une PAC qui est moins dotée financièrement. Et là, on a des inquiétudes pour le prochain budget. Et je crois que c'est par ce sentiment d'appartenance que nous avons réussi quelque chose et que nous sommes exigeants pour l'avenir, que nous voulons nous projeter dans l'avenir avec des idées
plus moderne, qu'on défendra le mieux les politiques qui incarnent l'Union européenne. Et la politique agricole commune, c'est celle qui l'incarne le mieux quand même.